Bonjour Marine Le Pen, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes eurodéputée et vice-présidente du Front National. Alors, toutes les questions de la matinée. D'abord, est-ce que vous considérez que l'affaire Bettencourt est une réconciliation familiale avec avocat, ou est-ce que vous voyez derrière cette affaire la main du pouvoir qui aurait tenté de... Alors, on n'en a pas la moindre preuve, personne n'en parle, il n'y a pas un mot dans les journaux ce matin, mais est-ce que vous croyez à la version qui est donnée? Je crois qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà, et que là, il y a des intérêts économiques très importants derrière l'affaire Bettencourt, et notamment la direction du groupe L'Oréal, et très probablement ce sont ces raisons financières qui ont poussé les partis à trouver un arrangement. Est-ce que c'est une bonne chose pour la France, finalement, que L'Oréal évite de tomber dans le giron de Nestlé? Je pense que c'est une bonne chose pour la France que nos entreprises puissent rester à capitaux français. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Maintenant, après, les histoires de famille, vous savez. Oui, enfin, on en a beaucoup parlé de cette affaire. Elle a en partie déstabilisé le président de la République. Mais enfin, écoutez, on en a beaucoup parlé. Ce qui est très important dans l'affaire Bettencourt, c'est pas le volet entre Madame Bettencourt et sa fille. Ce qui est très important, c'est les relations troubles qui existent et qui ont été révélées entre les puissances d'argent dans notre pays, et notamment les grands donateurs de l'UMP, et les conséquences que ces donations pouvaient avoir sur des prises de décision par l'UMP et par le gouvernement. Donc ce matin, vous n'exprimez pas la moindre compassion à tous ceux, à l'égard de Éric Woerth, comme on le retrouve par exemple dans un certain nombre de journaux. François explique que c'est absolument anormal. Non, je n'ai pas de compassion, mais on exprime de la compassion avant même que la justice ait fait son travail. Tiens, comme c'est étrange. L'affaire s'est éteinte, sauf pour lui. Mais c'est normal, enfin écoutez, encore une fois, il y a d'un côté une affaire familiale, non mais il y a d'un côté une affaire familiale qui se règle en famille, très bien, tant mieux pour eux. Il y a de l'autre côté un volet politico-financier qui a révélé des conflits d'intérêts qui sont extrêmement graves dans notre démocratie, et auxquels les Français ne doivent pas s'habituer ni se soumettre. Comment vous faites pour sortir de l'euro ? Puisque c'est une de vos grandes... Pourquoi c'est interdit ? Non, je pose... Non, d'accord. En tout cas, c'est pas précisé depuis Maastricht, c'est pas dans les traités européens. Alors, pour sortir de l'euro est un échec économique majeur, hein. Faut quand même l'admettre. Bon. C'est pas ce que disent les économistes, madame. Ça n'est pas vrai, monsieur. Il y a toute une série d'économistes qui remettent en cause le rôle de l'euro. Il y a monsieur Jacques Sapir, il y a monsieur Jean-Luc Gréau, il y a monsieur Christian Saint-Étienne, monsieur Simoneau commence à en parler, monsieur Maurice Allais, qui vient de mourir, qui était quand même juste prix Nobel d'économie, tenait également ce discours. C'est faux. Beaucoup de gens sont en train de changer d'avis et de constater que l'euro est très évidemment à l'origine en réalité de la crise, et que contrairement à ce qu'on nous a dit, l'euro qui nous a protégés est en réalité un mythe mensonger. Nous allons donc, moi j'ai proposé une sortie négociée de l'euro, une sortie groupée avec un certain nombre de pays qui sont dans la même situation que la France, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande. Nous créerons d'ailleurs au passage un ministère des souverainetés qui sera un ministère technique, qui sera chargé de coordonner la restauration de la souveraineté de la France dans l'ensemble des domaines. Mais pardonnez-moi, vous n'avez pas expliqué comment on fait pour sortir. Il faut battre une nouvelle monnaie. Budgétaire, monétaire, commerciale. Nous allons préparer la fabrication de la nouvelle monnaie, restaurer la Banque de France dans son rôle de définition de la politique monétaire de la France en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, abroger la loi de 1973, cette loi qui oblige la France à se financer de manière onéreuse auprès des marchés financiers, des marchés internationaux et des banques internationales, établir de façon temporaire un contrôle d'échange, mais vous me demandez, je vous le dis, établir de manière temporaire un contrôle d'échange levé une fois que la situation financière sera stabilisée, et rétablir la monnaie nationale sur la base de 1 franc, 1 euro. D'accord, mais il va falloir battre une nouvelle monnaie, ça va coûter de l'argent. Quand il va falloir renégocier notre dette, ça va coûter beaucoup d'argent, parce que vous savez très bien que les prêteurs, quand on va sortir de la zone euro... Mais non, monsieur, parce que nous ne prêtons... Je n'ai même pas terminé. Monsieur. Non, mais quand on va renégocier cette dette, les taux d'intérêt vont augmenter. Les gens donneront moins de confiance à un pays qui sort de la zone euro.
nous n'emprunterons plus sur les marchés financiers internationaux. C'est là le nœud gordien de la situation, de notre situation de surendettement. C'est parce qu'on nous a obligés, à compter de 1973, à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux que nous avons été soumis à des taux d'intérêt qui font que nous sommes en situation de surendettement. Nous avons depuis 1973 payé 1300 milliards d'euros d'intérêts alors que notre dette est de 1650 milliards. L'objectif de la sortie de la loi de 1973, c'est de rétablir la Banque de France justement dans sa capacité de prêter au Trésor sans intérêt. Donc nous allons sortir de cette obligation de verser des intérêts qui sont absolument faramineux, qui ont en l'occurrence beaucoup enrichi les banques et beaucoup appauvri le peuple français. Est-ce que vous considérez qu'Éric Cantona a raison? Est-ce que d'ailleurs vous iriez, vous, retirer votre argent à la banque? Moi je suis une responsable politique, je suis là pour apporter des solutions. Je ne suis pas là pour faire des provocations, au bon sens du terme d'ailleurs. Parce que est-ce qu'elle vous intéresse, ce que vous appelez vous-même une provocation? Bien sûr, parce que le but c'est de provoquer une réaction. Monsieur Cantona est un porte-parole. Il est le porte-parole des Français qui sont indignés de la manière dont les banques et les marchés financiers internationaux se comportent. Et il est aussi le révélateur de l'incapacité qui a été celle de l'État de mettre les banques au pas. L'État n'a pas réussi à mettre les banques au pas. Et donc M. Cantona dit, les sauver, il a pas voulu si les mettre au pas. l'État ne veut pas mettre les banques au pas, eh bien le peuple doit le faire. Bon, par conséquent, ça c'est tout de même extrêmement révélateur. Et je crois qu'il ne faut pas prendre ce type de démarche à la légère. Mais je comprends très bien l'aspect protestataire, mais il y a des problèmes pratiques. Les salaires sont versés où? Monsieur, c'est bien la raison pour laquelle, comme responsable... Les prestations sociales, elles sont versées où? Monsieur, c'est bien la raison pour laquelle, comme responsable politique, on va pas sortir de Radio Classique avec mon salaire dans une sacoche. Monsieur, c'est la raison pour laquelle je n'appelle pas comme responsable politique à aller retirer l'argent dans les banques. D'autant que je sais qu'il y a derrière les petits épargnants. Mais je crois que ce que M. Cantona a voulu faire, c'est de mettre le doigt sur un système bancaire qui est devenu fou, dont l'appât du gain est le seul, et l'alpha et l'oméga de la politique, et surtout mettre le doigt sur l'impuissance de l'État à imposer un ordre économique juste.